Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement du projet de développement des compétences des jeunes. Et enfin, dans l'actualité internationale, en New York, un jeune homme tué par balle près de Times Square. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à l'initiative de son Excellence le Président de la République, il a été décidé d'accomplir une prière de l'absence accomplie à la mémoire des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Décédé suite au tremblement de terre dévastateur qui a frappé la République fraternelle de Turquie et la Syrie. Cette prière a eu lieu dans toutes les mosquées du pays après la prière du vendredi en solidarité avec les familles et les proches de deux pays frères endeuillés. Dans cette prière organisée dans la quasi-totalité des mosquées de la capitale, les Djiboutiens ont imploré Dieu Tout-Puissant à accorder à sa miséricorde aux victimes de cette catastrophe et à préserver la vie de ceux qui sont encore sous les décombres. Nos compatriotes ont également saisi l'occasion de cette prière de recueillement pour implorer Dieu afin d'accorder un prompt rétablissement aux blessés de cette calamité. Il a noté que le président de la République avait adressé un message de condoléances à son homologue turc dans ces douloureux contextes. Eh bien, suite à la terrible tremblement de terre qui s'est déroulé en Turquie et en Syrie, qui a fait plus de 20 000 victimes, comme le reste du pays, l'ambassade de la République de Turquie à Djibouti, en Turquie, a pris en charge les compatriotes vivant en Turquie, surtout dans les zones touchées par le tremblement de terre. Malgré tous les efforts remarquables fournis par le staff diplomatique de notre pays pour venir en aide à nos citoyens et citoyennes vivant en Turquie, notre ambassade en Turquie nous a communiqué que ce soir le décès de 4 étudiants dans la région de Kahramanmaraş. L'ensemble de la population djiboutienne a été affectée par cette triste nouvelle. Eh bien, les familles djiboutiennes qui sont nos parents, nos frères, sœurs et proches des 4 victimes sont profondément affligées par ce décès tragique. En ce jour de vendredi, les prières et les pensées vont à nos enfants, feu Sal Abidjama et feu Nasr Osman. En cette douloureuse circonstance, l'ambassade de Djibouti en Turquie, M. Adem Hussein Abdillah et son staff adressent ses condoléances les plus attristées à la famille et proches des 4 victimes étudiants de Djibouti suite au terrible tremblement de terre. Puisse le Tout-Puissant l'accueillir dans leur paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et on reste toujours en Turquie où le bilan des violents séismes survenus lundi dans le sud Turquie et dans le nord de la Syrie grimpent désormais à 20 000 morts et les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent alors que des milliers de bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes de la région. Plusieurs personnes ont cependant été retrouvées vivantes dans la nuit de jeudi et vendredi dans le décombre d'immeubles s'étant effondrés en Turquie. Jeudi soir, le bilan de la catastrophe s'élevait à plus de 20 000 morts dans le pays, en Turquie et en Syrie. Personnes n'ont été tuées selon les chiffres du gouvernement de Damas. Des sauveteurs dans les zones rebelles du nord-ouest du pays. Des centaines de milliers de personnes se trouvent désormais sans abri, souffrent de la faim, de la soif et du froid, tant en Syrie qu'en Turquie. Le séisme de magnitude 7,8 qui a suivi près de nombreuses répliques est considéré comme l'une des 7 catastrophes naturelles les plus mortelles du centenaire. Et on reste toujours en séisme en Turquie où une adolescente de 14 ans a été sauvée par près de 100 heures passées sous le décombre. En état d'hypothermie avancée, Fatma a été transportée sous oxygène à l'hôpital le plus proche après avoir passé 4 jours sous le décombre en immeuble de 3 étages, un miracle à Kahramanmaraş, épicentre du séisme qui ont frappé la Turquie et la Syrie au terme de plusieurs heures de travail. Acharnée, Fatma, une adolescente de 14 ans bloquée dans les ruines d'un immeuble de 3 étages depuis 100 heures, a pu être expatriée de son piège de gravats et transportée vivante à l'hôpital. Elle est placée sous oxygène
et se trouve en état d'hypothermie avancée en raison des températures négatives qui touchent la zone depuis 4 jours. Les secouristes se sont fait passer le brancard jusqu'à une ambulance et un moment de liesse rare s'est alors emparé des sauveteurs qui, 4 jours après les secousses, redoutent ne plus retrouver beaucoup de survivants. Retour à Djibouti où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahaboud, et son collègue Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, et M. Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances, et le représentant de la Banque mondiale, Aboubakar Sidbari, ont parrainé la cérémonie de lancement officiel du projet de développement des compétences des jeunes au Campeski Palace. Plusieurs membres du gouvernement, le secrétaire général adjoint de la Chambre des commerces de Djibouti, des figures du secteur privé, de la société civile, ainsi que des hauts cadres et responsables du MENFOP. L'administration a pris part à la cérémonie. Le secrétaire général du MENFOP a ouvert la cérémonie avec une brève introduction du projet, de son intérêt et de ses attentes. Puis le directeur du projet de la maintenance et de l'entretien du MENFOP, à un co-cadre du ministère du Travail, ont fait une large présentation sur les projets, dont tous les aspects depuis son élaboration jusqu'à la mise en œuvre et de ses résultats attendus. L'assistance a pu enfin suivre un court-métrage sur le projet avec les interventions des parties prenantes du MENFOP et du secteur privé. Le représentant de la Banque mondiale, Aboubakar Sidbari, a ouvert le bal des interventions officielles. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de mettre en place un partenariat entre le secteur public et privé pour que ce projet puisse atteindre ses résultats. Il a salué le long travail de préparation et de coopération entre tous les acteurs du projet de développement et des compétences pour l'emploi. Il a réaffirmé l'engagement pour la création de plus d'emplois en collaboration avec tous les acteurs du public et du secteur privé. Le projet mettra l'accent sur l'employabilité à la fois dans les secteurs informels et formels et dans les secteurs privés et publics de l'économie. À cet effet, il contribuera premièrement à améliorer l'accès aux programmes de stage et d'apprentissage en collaboration avec le secteur privé. Et deuxièmement, à développer les compétences dans les secteurs porteurs de l'économie, notamment le transport et la logistique, la construction, les métiers du numérique, les énergies renouvelables, l'hôtellerie et le tourisme, l'industrie, la santé et l'agriculture et la pêche. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, je voudrais terminer mes propos en insistant sur le fait que le projet ne saurait atteindre pleinement ses résultats sans un partenariat étroit entre le secteur public et le secteur privé, comme nous venons de le voir dans la vidéo. Eh bien, le ministre du Travail, de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a pour sa part mis l'accent sur les moyens importants alloués par la Banque mondiale et à ce projet à hauteur de 15 millions de dollars. Ce projet élaboré dans une approche participative est en cohérence avec les politiques mises en œuvre pour le développement du pays, la lutte contre la pauvreté et la réduction massive du chômage. Je porterai une attention particulière pour les activités planifiées, soit exécutées dans les meilleures conditions afin de guider l'équipe technique vers la réussite globale de ce projet. Nous espérons qu'au terme de l'évaluation à mi-parcours, nous aurons de grandes réussites à célébrer et que ce projet va aider, Inch'Allah, les jeunes dans leur quête d'emploi. Le département du travail est disponible à travailler en étroite collaboration avec les partenaires, les ministères sectoriels, les employeurs, ainsi que toutes les parties prenantes à ce programme. La création de l'emploi est une priorité des grands axes de la feuille de route du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le gouvernement de Djibouti est très engagé à explorer tous les voies, je dis bien tous les voies et les moyens pour inciter les secteurs privés et publics à jouer pleinement leur rôle. L'État, le gouvernement que je représente ici, le ministre des Finances l'a tout à l'heure dit ici sur cette tribune, que toutes les facilités, je dis bien, vous sont les bienvenus.
À vous maintenant de jouer votre rôle. La richesse que vous prenez de ces pays doit être partagée avec ces jeunesses qui attendent de vous. Mon ministère est bien placé aujourd'hui pour dire que le secteur privé est le seul aujourd'hui à prendre cette responsabilité. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes prêts. Eh bien, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a longuement plaidé pour une parfaite collaboration entre le secteur public et privé pour créer plus d'emplois dans le secteur prioritaire de l'économie. Est-ce que ce projet, est-ce qu'il va ressembler aux anciens projets? Il ne doit pas ressembler et il ne peut pas ressembler aux anciens projets. Ce n'est pas business as usual. Ce n'est pas une unité de projet qui va faire les décaissements, leur performance et quelques années. Non, ce qu'on a besoin, c'est de créer les conditions pour que le secteur privé et le secteur public puissent travailler ensemble. Qu'on libère leurs énergies. C'est de s'assurer que toutes les institutions de la République puissent travailler en parfaite synergie et ne pas considérer que ce projet est un projet du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il nous faut travailler sur 5 éléments principaux, dont certains, nous avons avancé, à mon sens. D'autres restent à avancer. En l'occurrence, il s'agit notamment, pour arriver donc à cet objectif, de travailler sur la question de la finance. 2, c'est de travailler sur les infrastructures dans les secteurs où nous estimons à fort potentiel. 3, c'est l'environnement des affaires. Et enfin, 4, on parle de skills. C'est de cela qu'il s'agit également. Quand j'ai parlé des métiers, des centres de métiers, des centres d'excellence, des grands centres susceptibles de former des milliers de jeunes, qu'est-ce que ce projet va faire? Au-delà des skills, les placements. Il doit nous permettre d'offrir des placements à Djibouti comme à l'extérieur. On était convenu avec la Banque mondiale aussi que ce projet finance des jeunes qui ont un certain type de qualification, acquérir des compétences, que ce soit en Éthiopie, au Kenya. Et enfin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, a souligné que ce projet constitue une déclinaison des axes prioritaires du plan d'action quinquennal et de mise en œuvre de la politique nationale de la formation professionnelle pour la période 2021-2035. Il m'est agréable de procéder au lancement du projet de développement des compétences pour l'emploi des jeunes à Djibouti. Ce projet augure d'une ère nouvelle pour notre système de formation professionnelle. Il traduit aussi dans la lettre et l'esprit de notre plan quinquennal de mise en œuvre de la politique nationale de la formation professionnelle pour la période 2021-2035. Une politique qui condense parfaitement la feuille de route du président de la République, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, pour l'emploi et la formation. Ce projet constitue une déclinaison des axes de notre plan d'action et répond à une série d'ambitions. D'une part, il renforce l'employabilité des jeunes. Plus encore, il vise à parfaire le niveau des compétences professionnelles des jeunes diplômés de notre système de formation. C'est dans le sens des actions de coaching, les stages, les formations continues, la maîtrise de l'anglais, c'est atout capital pour l'insertion de nos jeunes. Mais ma plus grande satisfaction, c'est l'intention particulière que porte ce projet aux femmes, aux personnes handicapées et aux réfugiés. Autant d'objectifs ambitieux qui nous a amenés à élargir la plateforme technique de notre système de formation professionnelle. Je voudrais à cet égard rendre hommage
à l'ensemble des ministères et des partenaires qui ont contribué à la conception de ce projet. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, a érigé la formation et l'emploi des jeunes en un levier essentiel du développement économique. C'est aussi l'un des principaux instruments de lutte contre la pauvreté. Je mesure à ce titre l'infinie reconnaissance de la jeunesse djiboutienne au président de la République. Sport à présent, où le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier l'athlète Ibrahim Hassan, le médaillé d'or au marathon de Munchi au Japon. Le nouvel homme fort du 42 km, Ibrahim Hassan, était accompagné du président de la fédération d'athlétisme et plusieurs hauts responsables et membres de la fédération, ainsi que la vice-présidente du CNOD. Au cours de l'audience, le secrétaire d'État chargé des sports a indiqué qu'il a tenu à recevoir l'athlète djiboutien pour lui exprimer la joie et la fierté de toute la nation au regard des performances exceptionnelles qu'il vient de réaliser au marathon au Japon. Pour le numéro 1 du département, le champion est un exemple pour la jeunesse djiboutienne, a aussi félicité pour sa détermination, sa rigueur et son goût du travail bien fait. Pour terminer, le ministre a promis à Ibrahim Hassan le soutien et tout l'accompagnement nécessaire de son département afin qu'il puisse être travaillé dans d'excellentes conditions de manière à glaner d'autres lauriers pour Djibouti. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique, M. Abdi Mohamed Haïbé, a remis hier ses lettres de créance au président de l'Union des Comores, M. Azali Azoumani, en qualité de premier ambassadeur de la République de Djibouti auprès des Comores, avec résidence à Addis Abeba. Lors de la cérémonie, après les salutations d'usage, l'ambassadeur Abdi Mohamed Haïbé a transmis au président de l'Union des Comores les salutations amicales et fraternelles, son homologue, le président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que ses vœux d'ardent de paix et de prospérité pour le peuple frère comorien. Aussi, l'ambassadeur djiboutien a transmis au président comorien les chaleureuses félicitations de son homologue djiboutien pour l'accession prochaine de l'Union des Comores à la présidence de notre organisation continentale, l'Union africaine, pour l'année 2023. Le président de l'Union des Comores a pour sa part félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination. Il a souhaité la bienvenue. Le président a en outre saisi cette occasion pour demander au nouvel ambassadeur de transmettre ses salutations et ses amitiés à son homologue djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh. L'ambassadeur a été accompagné lors de cette cérémonie de notre consul honoraire aux Comores, M. Mohamed. Eh bien, coup d'envoi aujourd'hui de la campagne électorale pour les élections législatives. Et comme à l'accoutumée, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdi Djama, a mobilisé une grosse équipe dotée de tous les moyens humains, matériels et techniques. Tous les dispositifs ont été mis en place, les dispositifs de gestion pour la couverture médiatique de la campagne pour l'élection législative prévue le 24 février prochain, soit honorés. Durant la campagne, la radio-télévision de Djibouti sera au cours de cet événement national. Et dans ce sens que depuis hier et ce matin, les différentes équipes constituées de journalistes, caméramans ou monteurs sont à pied d'œuvre pour rejoindre leurs affectations, en particulier les régions de l'intérieur. Ce sont au total une cinquantaine de membres du personnel de la radio-télévision de Djibouti qui ont pris la route ou la mer pour couvrir les premiers jours de campagne électorale dans toute la circonscription administrative du pays. Ces mêmes équipes vont rester sur place tout au long de cette période qui sera marquée par des meetings et rencontres de proximité pour les listes en liste afin de convaincre leurs électeurs et avoir leur voix le 24 février prochain. Ainsi, la radio-télévision de Djibouti a mis en place tous les moyens humains et techniques nécessaires pour couvrir avec brio ceux de 2 semaines de campagne électorale. Les responsables techniques de la RTD se sont rendus en amont dans toutes les régions pour mettre à niveau les matériels et renforcer les capacités techniques numériques des antennes de la radio-télévision de Djibouti dans les régions de l'intérieur. Et comme à la veille de toute campagne, le personnel de la radio-télévision de Djibouti est chargé de cette couverture médiatique et qui a été briefé sur les règles de base qui régissent cette phase avant le scrutin afin d'observer le respect de la neutralité et de l'impartialité.
C'est à travers une nouvelle organisation de travail propre à un tel événement que la campagne de la scrutin seront couverts cette année pour vous y relater, vous faire vivre avec la plus grande fidélité les moments forts de cette période préélectorale. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'agence djiboutienne des normes et de la promotion de la qualité a conclu aujourd'hui la partie médiatique d'une campagne de sensibilisation et de proximité au respect des normes et de son application auprès des différents partenaires économiques du secteur privé. Les experts de l'ADN se sont rendus à l'usine Golden East Africa qui produit des huiles alimentaires ainsi que des entrepôts de la zone industrielle de Bulaos. En premier lieu, tas de lieux provisoires ont besoin de normes a été établi. Il a rappelé que l'ADN accompagne toutes les parties prenantes de l'économie nationale, à savoir le secteur privé comme le secteur public, dans la définition de la politique nationale en matière de normalisation, de certification, d'accréditation et de la promotion de la qualité. Pour rappel, l'agence djiboutienne des normes de la qualité a pour mission de veiller à la qualité et à la conformité des produits et services utilisés dans notre pays. Et à ce propos, écoutons le directeur général de l'agence djiboutienne des normes de la qualité, M. Awal Osman Jama. Nous allons aujourd'hui de clôturer la partie médiatisée de la politique de sensibilisation que l'agence djiboutienne des normes a mis en place auprès des entreprises privées afin de les aider et de les sensibiliser au respect des normes de production, aux normes d'hygiène, de sécurité, environnement, aux normes d'entreposage pour le respect des chaînes de froid. Cette campagne va continuer hors médias afin de faire en sorte qu'au lieu de commencer de mettre en place d'abord les normes, de faire un état de lieu de la réalité du secteur privé, afin de mettre en place un programme pour pouvoir les accompagner et fixer un échéancier raisonnable afin qu'ils puissent tous ensemble garantir le respect des normes. Cette politique de recherche et de l'état de lieu et de sensibilisation devra aboutir sur un atelier uniquement dédié au secteur privé afin de collaborer avec eux main à main et de mettre en place quel type de normes pourrons-nous efficacement et raisonnablement exiger de nos partenaires et du secteur privé afin de garantir un produit sain, de bonne qualité, consommé par le consommateur djiboutien. Cette campagne a eu lieu dans différents secteurs importants. Dans le secteur djiboutien, nous avons commencé par Koubèche et nous venons de conclure avec Golden dans le domaine des industries. Mais entre-temps, nous avons pris contact et vu comment les conditions d'entreposage dans les différents entrepôts et dans le milieu secteur de vente, dans le magasin, dans les différentes zones commerciales djiboutiennes. L'état de cette visite sera mis au point d'ici la semaine prochaine et nous allons avoir un premier constat, un premier visuel par rapport à l'état des lieux. Donc l'agence est là pour accompagner le secteur privé, collaborer avec eux afin de garantir pour que le produit consommé à Djibouti et le Made in Djibouti soient de qualité de niveau international. Eh bien, direction le nord du pays où le ministère de la Jeunesse et de la Culture a clôturé la Semaine nationale de l'artiste et de langue maternelle par des festivités musicales avec Fast à Tadjoura. Au menu des chansons musicales, des danses folkloriques, traditionnelles, modernes et des morceaux de sketch. Les artistes vedettes de la diva de la chanson interprètent des chansons patriotiques captivantes. Les jeunes talents et icônes populaires de la chorégraphie se sont succédés sur la scène sous les applaudissements d'un public égayé, baignant dans une euphorie jubilatoire. Cet événement a vu la présence des autorités régionales, à savoir le préfet de la région, Hassan Dabalé, du vice-président du conseil régional, Abdou Omar, des mouvements associatifs de la jeunesse, des différentes composantes de la population de la ville blanche. Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, un jeune homme a été tué par balle jeudi soir à New York, tout près du Times Square, a annoncé la police, l'un des sites touristiques emblématiques de la mégalopole, où il est en principe interdit de se promener avec une arme.
La police new-yorkaise a porté secours à cet homme de 22 ans, blessé par balle à la poitrine au carrefour du 8e avenue de 44e rue de Manhattan. Devant un restaurant rapide transporté à l'hôpital, il a succombé de ses blessures, a indiqué par courriel un porte-parole de la police. Il n'y a eu là aucune interpellation. L'enquête se poursuit, a-t-on ajouté de même source que la police. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés. Tout de suite, le journal spécial élection présenté par Asma Oubakar.